Bonjour Patricia, je vous envoie donc cette vidéo où je vous présente une petite introduction et ensuite analyse au cinéma donc de Lars von Trier. Donc déjà en premier temps, je voudrais vraiment vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de, de pouvoir profiter du film Mélancolia que je ne connaissais pas du tout. Je n'ai que jusqu'à présent j'avais vu simplement le film de Antecristo et puis de Breaking the Waves de Lars von Trier. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à suivre, c'est pas toujours facile à digérer, mais c'est un peu ça que j'attends du cinéma, non? T'as toujours des pensées, tu essaies de comprendre où est-ce que le metteur en scène il veut aller, tu essaies d'analyser, de déchiffrer toutes les scènes, les dialogues. Donc c'est un peu ça que j'ai trouvé donc très enrichissant de pouvoir faire ce travail sur le film. Donc, déjà dans un premier temps, je voulais donc parler un peu du style cinématographique pour lequel le metteur en scène est populaire. J'ai choisi cette couverture qui essaie donc d'expliquer que Lars von Trier est caractérisé, enfin il est connu parce que c'est quelqu'un de révolutionnaire qui a essayé de, de passer donc à côté des règles conventionnelles du cinéma commercial. Il a essayé de créer son propre style. Et je pense que c'est correct c'est un peu la même chose qu'il se passe donc avec les réalistes, non? Les écrivains, les réalistes. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire l'opposé au romantisme. Et donc, je pense un peu que c'est l'idéal que poursuit ici Lars von Trier, justement de se détacher du film, du cinéma commercial, du cinéma qui cherche à se remplir les poches, à remplir les salles de ciné, etc., pour justement faire un cinéma beaucoup plus réel, beaucoup plus cru de la vie, non? Donc, euh, donc c'est un peu ce que je parle ici. J'essaie donc d'introduire le manifeste Dogma 95, qui est donc un vœu de chasteté, qui a développé Lars von Trier, je pense qu'avec un autre collègue. Et donc voilà, c'est justement ce vœu de chasteté. Il essaie de récopiler certains mandats, certains devoirs que doit donc respecter un film pour justement être aligné avec cette vision du manifeste Dogma 95. Ce Dogma 95, je l'ai déjà introduit, mais bon, justement, il vient pour couvrir un besoin justement à la superficialité du cinéma popcorn, comme je l'inscris ici. Ensuite, voilà, c'est justement chercher un style qui va venir attaquer, qui va venir faire justement l'opposé à, à, à ce qui est à ce qui est inscrit dans ce cinéma popcorn. Le résultat, ça sera donc créer un cinéma qui serait donc plus pur, plus réel, plus cru aussi certainement. On pourrait trouver justement ce parallélisme face à la littérature en disant que ça serait le dogma 95, ça serait l'équivalent à la littérature réaliste et naturaliste, à l'opposé de la littérature romantique. Ce vœu de chasteté se compose de 10 règles, donc je vais essayer de passer vraiment par-dessus, mais euh, comme anecdote, ça serait important de dire que Lars von Trier, il n'a jamais, à part un film, dans mes recherches, j'ai vu qu'il a simplement respecté toutes ces 10 règles
que dans la production, dans la création d'un de ses films. Donc, voir un peu l'exigence, l'exigence donc de ces règles, hein. Donc, il est clair qu'une de ses consignes, de ses principales consignes, c'était d'essayer donc de traiter, de reconstruire la réalité telle qu'elle est. Donc, éviter de faire donc des plans qui soient superposés, donc essayer de faire tout le possible pour que l'image, l'action soit continue sans s'arrêter, euh, avec la caméra en main, éviter, enfin aussi donc reproduire telle qu'elle est l'environnement. Donc il y a beaucoup de rapprochements avec des paysages, avec des arbres, avec des animaux. Enfin, essayer donc de ne pas reconstruire un environnement, sinon faire comme la situation telle qu'elle est. Donc voici un peu un des principaux, une des principales règles du cinéma que poursuit donc Lars von Trier. Donc je vais passer donc ensuite à l'analyse du film de Mélancolia. Donc j'ai essayé de faire une petite synthèse sur les principaux points que je voudrais citer. Euh, je pense que quand un spectateur tel que moi je le suis, hein, je suis pas très, donc je vois le cinéma pour me distraire, je, je peux consommer beaucoup de types de genres de cinéma. Je crois que donc le film, il faut pour le décortiquer, il faut il faut le voir, il faut connaître un peu quelle est l'histoire du personnage, du metteur en scène, pour bien profiter, prendre plaisir de ces petites choses que peut-être on ne fait pas attention si on n'est pas un pro, donc telles que la musique, telles que les références à des tableaux, euh, où est-ce qu'il veut en venir avec le personnage, avec les personnages qui sont très peu de personnages mais très bien construits, avec une évolution donc très particulière. Pour donc bien saisir le message du metteur en scène, déjà il faut avoir quelques notions. Et donc j'ai essayé, bon, j'ai regardé le film, bien sûr j'ai adoré, mais je suis pas arrivé donc à tout saisir. Donc je me suis servi d'articles donc que j'ai trouvé sur internet et puis aussi surtout d'un travail donc d'une thèse, donc d'une introduction d'une thèse, puisque j'ai pas regardé la thèse en entier, mais d'une introduction d'une thèse d'un élève d'une autre université qui donc faisait un parallélisme donc avec bon, il essayait donc de découvrir quel était le principal message du film de Mélancolia. Et donc, il était sûr et certain que le principal message du film, c'était de transmettre l'angoisse. Donc, l'angoisse telle que je pense tout le monde ou la plupart des gens la connaissent, c'est bon, surtout dans le film, dans le cinéma, c'est à travers donc des images dures, des images de catastrophes, des images des fois qui sont un peu trop accentuées. Du coup, le spectateur, je pense qu'il n'est pas très sensibilisé, non? Justement, ce que Lars von Trier, il essaie donc de nous faire dire, de nous faire voir à les spectateurs, c'est de découvrir l'angoisse par son ambiguïté. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, il existe un concept d'ambiguïté dans le mot de l'angoisse. Donc, essayons de découvrir donc qu'est-ce que c'est l'angoisse. Et pour ceci, donc, il existe un livre donc du philosophe Kierkegaard, et il essaie donc de dire, il est- dans la définition qu'il fait du mot angoisse, il emploie l'ambiguïté, parce qu'il dit
la angustia es una antipatía simpática y a la vez una simpatía antipática. Donc il existe une ambiguïté impressionnante. Donc, et je pense que le film de Lars von Trier est plein d'ambiguïté. Donc, voici ce que l'on va essayer donc de détriquer, de décortiquer, pardon, dans notre analyse pour justement faire voir comment il a réussi donc à, à transmettre, donc à donner un sens d'angoisse à travers l'ambiguïté. Donc, il existe différents types de représentations de cette ambiguïté. Donc, d'une première façon, il y a différents atouts audiovisuels. Et puis ensuite, il existe donc, à travers donc, le personnage, il existe aussi une représentation de cette ambiguïté. Donc, pour cela, je vais essayer d'aller vite fait. J'ai créé donc différentes références. Alors, je vais essayer de me placer ici pour pas trop cacher ce qui est important à voir, pas mon visage. Donc, on va récupérer ici donc ce que j'ai introduit préalablement dans ma synthèse. Donc, il existe pour reproduire donc l'ambiguïté, il a utilisé donc trois effets audiovisuels. Peut-être il a utilisé beaucoup d'autres, mais moi j'en ai repéré que trois. Et puis, il existe aussi deux personnages, donc j'en ai choisi un par acte, qui aussi symbolisent cette ambiguïté. Donc, on va revenir en premier par l'audiovisuel. Donc, il est important de regarder donc les différents effets à travers l'audiovisuel qui reproduisent cette ambiguïté. Donc, je vais parler du paysage. Le paysage, tel qu'on peut le voir ici, c'est un paysage donc qui a un effet esthétique tel que la lumière, le vestiaire. Donc l'effet esthétique est très puissant. Je pense que qu'on a même l'impression enfin, c'est vraiment une carte postale. Enfin, tout est très bien choisi. Euh, les, 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 les- les- enfin, tout est bien aligné donc avec l'évolution de l'histoire, mais malgré tout, cette beauté dans le vestiaire, dans le paysage, dans la lumière, donc s'oppose donc avec l'idée de catastrophisme qu'il y a tout au long du film avec cette menace de la part de la planète Mélancolia, non. Donc voilà la première ambiguïté, non? Les éléments du visuel à travers le paysage, la beauté du vestiaire, l'effet donc esthétique de la lumière, avec donc toujours en arrière-plan cette menace de la part de la planète Mélancolia, qui elle-même aussi, elle est très belle à voir, même en sachant qu'elle représente donc la fin de l'existence humaine. Ensuite, il y a un autre effet ambigu avec l'utilisation de la caméra. Donc pour cela, je me suis basé sur le trailer, mais bon, je pense que euh, je vous passerai le lien pour que vous puissiez donc le voir. Mais dans le trailer, ces deux techniques de visualisation aussi sont très particulières. Donc l'effet, la technique donc de caméra en main euh, tel qu'il est précisé donc dans le manifeste, le vœu de chasteté du style cinématographique du Dogma 95. Donc caméra en main qui justement va donc donner, je pense, un sentiment un sentiment un peu d'angoisse par le spectateur parce que l'action, enfin la caméra, donc on a l'impression qu'il se passe quelque chose, non, constamment. Et ensuite, à l'opposé, donc, la technique donc, cinématographique classique, donc des images continues, qui représentent donc plutôt comme quelque chose de très, de très calme à voir, non? Donc on voit l'action continue et je pense que le spectateur de cette façon-là se repose un peu parce que ça représente un effet un peu de calme de rassurement. Donc, et je pense qu'un autre effet audiovisuel
impressionnant, c'est la reproduction de l'opéra de Wagner, de Tristan et Isolde. Euh, je pense qu'on a la chair de poule chaque fois qu'il y a donc ce chavirement donc de la musicalité en, en hausse. Donc il y a toujours donc cette petite pause et puis tout d'un coup ça retombe. Donc pour bien faire comprendre ce que ça représente, ben, je vais mettre un peu ce morceau musical. J'espère qu'on pourra l'entendre. Là, ça commence à pousser, à pousser, à pousser. Donc, je reviens donc sur. Enfin, je pense que cette musique, elle donne des frissons à les spectateurs, non? Parce que ça, elle-même, elle est ambiguë, cette musique. Elle fait un peu donc. Elle revient sur un moment qui chavire, ensuite ça se calme, on dirait qu'il se passe quelque chose, non? On dirait qu'il se passe quelque chose et c'est formidable. Et puis en dernier, donc, je voulais analyser aussi donc un personnage par chacun des deux actes qui sont en constante ambiguïté. Donc dans le premier acte, le personnage de Justine, qui est le personnage principal du film, donc tout au long de son mariage, tout au long donc de la célébration de son mariage, un, il existe donc deux rôles, non? Donc le rôle de la personne enfin, qui est donc elle se conforme avec donc la vie qu'elle doit suivre par ce mariage, malgré donc malgré les rêveries du personnage tout au long du mariage, malgré donc ses fuites où elle part un peu en vadrouille, la rencontre avec un autre personnage. Bon, je pense que le personnage donc de Justine représente parfaitement tel qu'il est le personnage d'Emma dans Madame Bovary. Donc c'est un personnage complètement bipolaire qui, 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 qui donc est en ambiguïté constante. Et puis donc je pense que c'est un personnage secondaire mais qui bouleverse davantage parce qu'on s'y attend pas. Et c'est donc dans l'acte 2, donc c'est le beau-frère d'Emma, John, représente tout au long du film donc quelqu'un de classique, quelqu'un donc je pense qu'il représente dans ce cas-là je sais pas si le mari d'Elma Bovary ou Charles ou bien peut-être l'aristocratie, mais ça représente quelqu'un donc un peu qui est rassuré, qui est sûr de soi-même, mais parce qu'il ne cherche pas à les voir ailleurs. Donc il est même si bon, il est très intéressé donc par l'astronomie d'un point de vue donc très amateur, mais c'est vrai que le fait qu'il soit toujours là pour rassurer sa femme, pour attaquer un peu Justine donc dans ses actions un peu inattendues, non? Donc c'est un personnage, je dirais vraiment un standard, un peu, voilà, il va pas trop nous découvrir, il va pas trop nous bouleverser comme spectateur, mais par contre, dès que la planète Mélancolia donc se rapproche de la Terre et qu'on est sûr et certain qu'elle va venir donc elle va donc venir elle va, elle va contre, elle se dirige contre la Terre et le personnage donc perd complètement tous ses repères et donc il finit par se suicider. Non. Donc je pense qu'ici aussi il existe un message d'angoisse constant, un message très fort d'angoisse dû au fait qu'il y ait une représentation d'un personnage à double face. Et donc voici donc ma présentation. Donc j'espère qu'elle aura été claire. Je vous enverrai donc par mail le lien donc de ce document, enfin de ce Padlet, et puis aussi la présentation PowerPoint qui a souffert donc une métamorphose par rapport à la première que je vous ai envoyée le mois de mars.
mars ou de février. Et puis bon, ben, j'espère que vous êtes en très bonne santé, ainsi que vos amis, votre famille, et puis qu'on aura l'occasion de se rencontrer bah, un de ces quatre. Allez, je vous, je vous remercie. Ciao.